L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Nous sommes à Monte-Carlo, sous un immense chapiteau, théâtre de tous les rêves chaque année depuis 1974. Le Festival international du cirque, créé par Régnier III, le prince bâtisseur, l'homme qui transforma profondément Monaco, reprend ses droits après une édition annulée par le poids du chagrin. Dans la tribune officielle, le souverain, debout, assiste à la messe dominicale qu'il fait donner à même la piste. Pas de monsieur loyal ce matin, pas de jaillissement de rire ou de magie. Place au sacré, au souvenir aussi. Le corps alourdi par le chagrin, portant un costume sombre et une moustache finement taillée, Régnier a les yeux qui brillent. Autour de lui, ses enfants, dignes, ont le regard qui se meurt dans le vague. Pour la toute première fois, le Festival international du cirque de Monte-Carlo prend des allures de procession funèbre. Le chapiteau, pourtant bardé de couleurs vives, se teinte de l'obscurité la plus totale et la plus forte. C'est celle de l'âme de tous les monégasques qui portent un deuil à nul autre pareil. Depuis des décennies, Monaco vivait sous le patronage d'un diamant, d'un joyau, que lui enviait le monde entier. Mais une tragédie plongea la principauté dans l'abysse. Le rocher, il y a un peu plus d'1 an, a perdu son soleil. La princesse Grace Kelly. Nous sommes le 11 décembre 1983. Il est 11h et c'est l'heure H de mon histoire. Voilà 4 jours que la fête, entre sourires forcés et nécessité de reprendre le cours d'une vie normale, bat son plein. Régnier, le pas lourd et le regard triste, a mis les petits plats dans les grands. Le décès de la princesse en septembre 1982 a entraîné la première annulation du festival. Cette fête annuelle, c'était aussi la sienne, elle, l'amoureuse des animaux et des numéros emplis de magie. Les caméras du monde entier, depuis 1974, aimaient se rendre à Monte-Carlo pour observer le couple princier et leurs enfants autour des clowns et des équilibristes. Mais cette fois, la donne est bien différente. C'est le deuil de toute une nation qui, sur la piste, s'exprime entre les shows proposés. Les plus grands artistes de la scène du cirque mondial se pressent à Monte-Carlo afin de se disputer le fameux Clown d'Or, ce prix qui ouvre de nombreuses portes pour les lauréats. Faut être honnête, cette année, dans la tribune princière, le cœur n'y est pas. Pour la toute première fois, Régnier est seul au premier rang. À côté de lui, un siège occupé par sa fille Caroline est censé combler le vide laissé par l'absente, dont personne n'ose vraiment évoquer le nom en sa présence. Grace Kelly était d'une telle élégance et d'un tel charisme que son ombre n'a jamais cessé de planer dans les couloirs du palais ou au milieu des parterres de fleurs du jardin. Très régulièrement, Régnier croyait l'apercevoir là, en regardant par la fenêtre de son bureau. Toujours, c'était la même désillusion. Ces moments d'introspection qui s'invitent sans prévenir au cœur de ses journées et de ses nuits ne cessent de le perturber. Grace avait été l'amour de sa vie. L'une de ces femmes dont on ne peut oublier ni l'odeur, ni le rire. Au milieu des numéros d'équilibrisme ou de dressage de chevaux, Régnier ne peut s'empêcher de la voir à ses côtés, comme une âme en peine cherche désespérément sa moitié disparue en un claquement de doigts. Les années pourtant les avaient quelque peu éloignés. Moins en phase, moins proches. C'est souvent l'effet que fait Chronos sur les unions dans lesquelles s'invite une pointe de ressentiment et de déception. Pourtant, jamais il n'avait été question de se séparer. L'un et l'autre avaient le sens de l'engagement chevillé au corps pour le plus grand bonheur des monégasques. Non, assurément, Grace Kelly était pour eux bien plus qu'une princesse. Sa présence dans les rues de Monte-Carlo, ses actions et ses prises de position au sein de nombreuses œuvres de charité, tout ce qu'elle avait pu être,
transpirait encore dans toutes les ruelles du Rocher, plus d'1 an après son grand départ. Régnier III, en quittant le chapiteau de lumière après la messe dominicale du festival, est happé par ses souvenirs, en observant le soleil se voiler derrière des nuages épars. La sensation du vent frais sur sa joue, le confort des rayons sur sa peau, tout cela le replonge une énième fois, bien des années en arrière. Ses cheveux, aujourd'hui blancs, étaient alors d'un superbe noir de jais, et ses rides, elles, n'étaient pas encore creusées par le chagrin. Lorsqu'il rencontra la belle de son cœur, c'était le temps de tous les possibles, de toutes les révolutions. Il était jeune, il était ambitieux, l'un des meilleurs partis du Gotha mondial. Ce temps-là révolu était sa Madeleine de Proust, une période bénie des éléments et de la destinée, celle-là même qui lui fit découvrir un trésor inestimable, l'actrice Grace Kelly. Régnier, les yeux fermés face à la mer, se retrouve au cœur des années 60. Résonne dans ses oreilles la musique des Rolling Stones et le crépitement des flashs. Étoile filante de son existence, Grace était apparue dans son ciel sans prévenir, imposant sa splendeur au centre de tout, devenant l'étoile du berger d'une vie qui, même après sa mort, n'était dictée que par elle. Régnier n'était devenu véritablement prince qu'après l'avoir rencontré. Le vent qui se lève davantage à Monte-Carlo guide le prince vers des horizons disparus. Le voilà de nouveau jeune, impressionnant, conquérant. Elle est là, au loin. Il pourrait presque la toucher du bout des doigts. Notre conte de fées aux allures de tragédie commence bien des années plus tôt. Nous nous retrouvons sous un soleil de plomb au beau milieu d'un événement magnifique qui dévoile un parterre de stars comme seul le cinéma est capable de regrouper. Sur la croisette d'une cité en ébullition, c'est le festival de Cannes, le célèbre, qui s'ouvre. Non loin de là, à Monaco, une séance photo des plus particulières va bientôt avoir lieu. Nous sommes le 6 mai 1955. Aujourd'hui, Cupidon est prêt à décocher l'une de ses plus belles flèches. Le prince Régnier, dans l'un des salons d'apparat du palais princier de Monaco, attend son invité du jour. Un peu empoté, raide dans sa démarche et ses mouvements, trapu, il porte une moustache finement taillée au-dessus de sa lèvre supérieure. Le prince est loin d'être l'archétype du mannequin des années 50. Et pourtant, derrière ses yeux malicieux se cache un véritable charisme. Une volupté teintée d'une assurance qui l'habite depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Régnier d'un geste, regarde sa montre. Certains de ses convives ont de l'avance. Le directeur de Paris Match, Gaston Bonheur, est de ceux-là. Ne reste bientôt plus que la star dont tous prononcent le nom dans un murmure teinté d'admiration, Grace Kelly. L'actrice, qui séjourne au célébrissime hôtel Carlton, est de mauvaise humeur aujourd'hui. Alors qu'elle se préparait à rejoindre son illustre hôte d'une journée, une panne d'électricité a risqué de mettre tous ses plans à l'eau. Sa robe n'avait pas pu être repassée. Quant à ses cheveux, ils étaient à peine secs et pas encore coiffés. Bon, bref, c'est la catastrophe. La jeune femme s'est donc débrouillée comme elle a pu, en filant une tenue qui n'était pas celle prévue et arrangeant ses cheveux à la va-vite. Avec elle dans la voiture, certains des photographes de Paris Match, fascinés devant tant de beauté, même dans une précipitation évidente, ne pipent pas un mot, de peur d'être foudroyés du regard. Il faut dire que la belle Grace jouit alors d'une réputation, disons, sulfureuse. Elle aime les hommes qui lui rendent bien. Régnier, lui, dans son palais et son costume, attend la nymphe que lui amène Paris Match dans le cadre d'une rencontre qui se veut exceptionnelle. Mais un micmac provoque un léger retard. Kelly attend dans une pièce et le prince dans une autre. Elle ne sait pas qui il est. Lui, de son côté, a la tête ailleurs. Et pourtant, malgré une timidité, un coup de foudre, aussi violent qu'immédiat, les saisit l'un et l'autre. Alors qu'il se promène dans les jardins fleuris du palais, Régnier se réfugie derrière ses lunettes de soleil. Grace, elle,
gantée et peu à l'aise, dans une robe à fleurs qui lui sied pourtant parfaitement. On a le souffle coupé. Grace Kelly a remporté bien plus qu'une palme d'or en mai 1955. C'est l'amour, le vrai, l'immense, qui vient de frapper à sa porte. Leur histoire peut commencer. Elle éblouira le monde entier. L'univers a-t-il connu précédemment une telle incarnation de ce que nous nommons communément un conte de fées ? C'est peu probable. Grace Kelly et Régnier, voilà indubitablement la représentation d'un rêve éveillé pour le monde entier. Grace Kelly, c'est d'abord un regard, une générosité, un sourire iconique. C'est un talent aussi, comme le sont les diamants. Impressionnant, brut, étincelant une fois poli. Avant de rencontrer son prince charmant, l'américaine a joué de malchance et a dû faire preuve d'une ténacité incroyable pour réaliser son rêve de jouer le premier rôle. Et rendez-vous compte, son premier cachet ne tombe qu'après 250 auditions passées en vain. Combien se seraient découragés avant cela ? Certainement beaucoup. Pour elle, tout commence au cœur de la banlieue de Philadelphie, capitale de Pennsylvanie. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, victorieuse, elle se décide à tenter sa chance à New York, à tout plaquer, afin de démarrer une nouvelle vie. Mais ses parents refusent de la voir devenir comédienne, et surtout son père, qui fut champion olympique d'aviron à maintes reprises, puis reconverti en homme d'affaires fortuné. Ils n'auront pas le choix. Garder pour eux la classe et la magie de Grace constituerait assurément un crime envers le monde. Depuis toute petite, elle court sur les planches, exorcise une timidité qui lui colle à la peau. L'un de ses oncles, Georges, lui transmet l'amour du métier. C'est une révélation. La jeune femme, déjà, est éblouissante, mais trop peu reconnue à sa juste valeur. Sa carrière peinera à décoller. Tout débute par une audition, en 1947, qu'elle réussit avec brio. Son entrée à l'American Academy of Dramatic Arts de New York lui permet d'envisager un décollage qu'elle appelle de ses voeux. Elle devient mannequin, pose pour des marques comme Colgate ou Coca. Oh, c'est pas de gaieté de cœur, non. Mais ainsi, la passionnée de théâtre et de comédie musicale peut se payer une chambre et quelques loisirs. Pour $15 de l'heure, Grace devient une égérie commerciale. Le début de la fortune. Sa formation excellente, menée au sein d'une institution qui verra passer Kirk Douglas, lui ouvre d'autres portes. Il faut dire qu'elle a tout pour incarner le visage de l'Amérique. Son charisme et sa prestance lui confèrent une aura extraordinaire, presque surnaturelle. Grace Kelly joue dans une autre cour que les autres, et cela, Hollywood ne va pas tarder à s'en rendre compte. C'est au début des années 50 que sa carrière au cinéma prend son envol. 14 heures. Le train sifflera 3 fois et Mogambo lui font côtoyer les plus grandes stars comme Clark Gable. Sa gentillesse, sa spontanéité, sa personnalité qui va à l'encontre des préjugés que l'on peut avoir sur les vedettes de cinéma, tout ce qu'elle est lui confère une popularité sans cesse croissante. Elle le doit notamment à son éducation stricte et menée d'une main de fer par une mère qui ne supportait pas de voir ses enfants sortir du droit chemin. C'est en 1954 que tout bascule. Un certain Alfred Hitchcock visionne l'une des auditions ratées de Kelly. Il voit en elle ce qu'il recherche chez ses actrices. Blonde, distinguée, mystérieuse aussi. Il fera de la jeune professionnelle une véritable star. Les films Le Crime étaient presque parfaits et Fenêtre sur cour en 54, puis La main au collet l'année suivante, propulse Grace Kelly au firmament d'une carrière qui s'annonce d'ores et déjà brillante. Leur entente est extraordinaire. Le réalisateur est un fan inconditionnel de cette femme qu'il écoute attentivement et dont le côté studieux est pour lui une véritable bénédiction. Mais Alfred Hitchcock, bientôt, se fera chipper sa star. Oh, pas par n'importe qui, non, par un prince.
Il n'y est pas pour rien. C'est un peu grâce à lui que l'un des couples les plus mythiques de l'histoire des monarchies européennes va se former. En effet, dans le cadre du tournage du magnifique La main au collet, les équipes d'Hitchcock se rendent sur la Côte d'Azur afin de profiter du soleil et de la mer Méditerranée. Grace tombe en pamoison devant Nice, mais c'est à Monaco, en plein milieu du tournage d'une scène, que Grace découvre le palais princier, ses jardins et la magnificence du rocher. Personne ne connaît celui qui vit derrière ces murs. C'est un prince qui vit caché, au cœur d'un royaume qui manque de charme et de clinquant. Régnier, c'est son nom, est un jeune homme qui semble se désintéresser de ses obligations à cette époque. Il faut dire que le Monaco des années 50 est loin d'être celui d'aujourd'hui. Il lui manque un soleil qui ne va pas tarder à éclore. Pourtant, il est issu d'une lignée flamboyante, les Grimaldi. La famille régnante du Rocher est une institution à elle seule, réputée dans le monde entier pour ses destinées incroyables et parfois déviantes. Mais Régnier est différent de ses aïeuls, plus sensible, plus détaché aussi. C'est dans la région du Cap Ferrat qu'il passe le plus clair de son temps, là où les locaux n'hésitent pas à qualifier Monaco de dédaigneuse. Pourtant, il n'en est rien. Régnier est un jeune homme qui recherche de l'amour là où il n'a pas pu en trouver durant son enfance. Il fut en effet ballotté entre des parents assez peu aimants et une éducation mal vécue, entre harcèlement et moquerie, au sein d'un pensionnat en Angleterre. Son grand-père, Louis II, le prend sous son aile. Et puis c'est la guerre et une collaboration avec les nazis que le Rocher ne peut pas nier. Proche de Pétain, le grand-père est convaincu par les idées portées par le maréchal. Mais encore une fois, Régnier va se placer à contre-courant. Prenant toute sa famille par surprise, en 1944, il s'adresse dans une lettre à tous les habitants de Monaco, rejetant fermement une quelconque complicité et mieux encore, en s'engageant dans l'armée française afin de participer à l'ultime effort de guerre. Il sera décoré pour ses actions, notamment lors de la campagne d'Alsace. Il est couronné prince de Monaco alors qu'il a 26 ans, en 1949. C'est 6 ans plus tard que Grace Kelly, la magnifique actrice qui ne tardera pas à remporter un Oscar, vient tourner sur ses plages. Il y a pourtant un hic, et non des moindres. L'actrice est amoureuse du comte Cassini, qui n'est autre que le couturier d'une certaine Jackie Kennedy. Alors qu'elle se voit bien l'épouser, un conflit éclate avec ses parents. Le passé sulfureux du prétendant compromet les perspectives d'union. Kelly est inconsolable. Son véritable prince charmant, pourtant, ne va pas tarder à se découvrir. En effet, Régnier souhaite faire de Monaco la nouvelle destination à la mode, ancrant avec force l'indépendance du Rocher vis-à-vis de ses voisins et alliés. Pour ce faire, rien de mieux dans les années 50 que de faire ami-ami avec les États-Unis, première puissance du monde. Comme nous l'avons vu, c'est en marge du festival de Cannes que les deux tourtereaux se rencontrent et tombent amoureux, instantanément, au premier regard. Ce qui semble être un magnifique conte de fées en est bien un. Grace Kelly et Régnier annoncent leur fiançailles en janvier 1956. Entre les deux, tout va très vite. Tellement vite que Grace va se trouver face à un choix cornélien. Elle va trancher aux grandes dames d'Hitchcock en faveur de sa vie de princesse. Elle arrête le cinéma. Quel gâchis face à un tel talent, c'est évident. Mais comment reprocher à la sensationnelle jeune femme de faire le choix du cœur? D'arrangement, il n'y a pas eu. C'est une histoire d'amour. D'ailleurs, au moment de leur rencontre, et l'un et l'autre avaient le cœur pris. Leur amour naissant l'emporte, déjà, envers et contre tout. Pour Grace, le plus beau commence. Monaco l'adopte en grande pompe. Le Rocher devient l'épicentre du monde. Les plus grandes stars, déjà, s'y bousculent. En premier chef, un certain Frank Sinatra. Pour Grace, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Pourtant, derrière le rideau cramoisi voilant la scène, c'est bel et bien le premier acte d'une tragédie terrible qui vient de s'ouvrir.
Nous sommes le 19 avril 1956, en plein cœur de Monaco. Devant leur télévision, 30 millions de personnes dans le monde entier observent la procession qui vient clôturer un mariage princier comme le monde n'avait encore jamais connu. Dans les rues de Monaco, une foule en délire acclame ses héros. Dans une splendide décapotable, Grace salue de sa main droite celles et ceux qui sont venus parfois de loin pour la voir, elle, la nouvelle princesse du Rocher. Mais Kelly n'est pas encore totalement libérée de ses liens passés avec le cinéma. Toujours sous contrat avec son studio, elle a été, et son mari avec elle, contrainte de se plier à certaines règles. Sa robe de mariée, magnifique, resplendissante, elle ne l'a pas choisie. Son voile, qui recouvre son visage parfaitement maquillé, a par exemple été imposé par ses producteurs américains. Régnier, à côté d'elle, sourit à la foule et soulève son haut de forme d'un air crispé vers ses administrés. Il a été agacé par les préparatifs de l'union, qui n'ont été qu'allers et retours incessants entre les employeurs de Grace et les équipes du palais. Mais finalement, ce sont les Américains, comme souvent, qui ont remporté la décision. Le monde moderne pouvait même décider de l'union de princes et de princesses à grands coups de contrat. La production avait vu les choses en grand, 72 heures de festivités, des décors dignes de Hollywood, des cérémonies et des bals grandioses. Bref, une fête incomparable, dont la journée d'aujourd'hui est une magnifique apothéose. Au cœur de la cathédrale de Monaco, dans une nef drapée de rouge, entourés d'officiers militaires et de soldats en grande tenue, les amoureux se pressent afin de se dire oui. Ils sont plus de 600 invités sur les bancs à observer ce que d'aucuns nomment déjà le mariage du siècle. Au premier rang, la famille de Grace, splendide, n'a Dieu que pour la magnifique naïade. Jack, son père, est circonspect. Sa fille a dû se soumettre à des tests de fertilité, condition sine qua non afin d'établir une certitude, celle que Grace pourra donner un héritier au trône. La presse à scandale aux États-Unis s'était gaussée de cette habitude qui semblait être d'un autre âge. Mais peu importe. Ce qui compte au fond est le moment qu'ils vivent toutes et tous aujourd'hui. Si Régnier parvient encore à faire bonne figure, cela semble beaucoup moins simple pour Grace. Le visage livide, les traits particulièrement tirés, soulignés de cernes profonds et violacés, elle tient bon, malgré un épuisement visible de tous. Sa voix, brisée par l'émotion, certes, mais aussi par les épreuves des derniers jours, est à peine audible. Régnier la soutient tant qu'il le peut. Après tout, voilà le principal. Au diable les compromis, au diable les restrictions, ils sont heureux. Leur chemin commence. La star de cinéma devenue princesse de Monaco, les Grimaldi et elle entrent dans une nouvelle dimension. En effet, la popularité du Rocher ne cesse d'aller croissant dans les cercles des célébrités les plus en vue du moment. Sinatra, qui devient un intime du couple, sera par exemple le parrain de Stéphanie, une des filles de Grace et Régnier. Aux États-Unis, Kelly, qui était déjà une star, devient une véritable icône. Elle est indubitablement une intarissable source de curiosité pour le monde entier, et par là même, l'une des premières victimes d'un battage médiatique qui commence dès son arrivée sur le Rocher, avant son mariage. Cela ne s'arrange pas au fil du temps, assurément. Devenir une princesse ne se fait pas sans sacrifice. Sa carrière, tout autant que sa liberté de mouvement, passe sous le couperet de l'implacable nécessité de compromis. Mais pour le bonheur de devenir une véritable princesse, Grace est prête à tout envisager. Hitchcock et les autres réalisateurs qui en sont fans n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. L'actrice leur échappe, se donnant corps et âme à son couple avec Régnier et à ses nouvelles attributions protocolaires. Malgré la fatigue engendrée par le mariage, la place qui a prise Grace Kelly a rassuré tout le monde et impressionné la presse du monde entier. Son incroyable force de caractère, déjà, s'affirme. Et, sans avoir à forcer quoi que ce soit, la toute nouvelle princesse se fait une place des plus particulières dans le cœur des habitants de Monaco.
Très rapidement, le couple comble de bonheur la presse en annonçant la naissance de sa première fille, Caroline, le 23 janvier 1957. Un peu plus d'un an plus tard, le 14 mars 1958, c'est l'explosion de joie puisque naît un petit garçon, Albert. Celui qui régnera un jour, comble de bonheur ses parents qui, poussés par l'amour qu'ils vivent intensément, accueillent bien des années plus tard Stéphanie, le 1er février 1965. Le fait d'être mère comble grâce, et la presse de tous les horizons continue de mettre en couverture l'idylle princière du couple. Ils deviennent la famille modèle, celle qui enchaîne les unes et multiplie les reportages télé dans l'Europe entière. D'ailleurs, Régnier n'est pas idiot, il le menait. Le journal, qui est autorisé à publier les photos de naissance de Caroline, devra débourser la bagatelle d'un peu plus de 6 millions de francs. Mais la vie de Grace ne s'arrête pas à ces mondanités. Elle se refuse à être considérée comme la princesse intouchable, celle que personne ne voit jamais. Non. Au lieu de cela, elle s'implique dans la vie associative de Monaco dès qu'elle le peut. Elle est marraine des œuvres de bienfaisance et s'insère dans le paysage de la meilleure des manières qui soit. Ce n'est en rien un calcul de sa part. Elle se contente d'être elle-même, sensible, désarmante, princière mais abordable. Régnier, de son côté, est à la manœuvre sur de nombreux plans. Économique d'abord, puisqu'il s'évertue à assouplir les conditions d'installation pour les grandes fortunes. Urbanistique aussi, en remodelant totalement les quelques 2 km² de la principauté. La décennie 60 sera pour le Rocher celle de la modernisation. À l'image de son couple, il impose sa patte avec douceur, puis fermeté. Des immeubles de rapport, des villas de luxe, un port totalement revu au goût du jour, Monaco devient la destination à la mode pour celles et ceux qui ont de l'argent à dépenser. Tête de gondole de ce royaume en constante ébullition, Grace Kelly se plaît dans ce rôle qui semble parfaitement taillé à sa mesure. Des fêtes, des galas de charité et d'autres réceptions donnent à Monaco une stature nouvelle et magique. Cela ne va durer qu'un temps. Le dernier acte de notre tragédie ne va pas tarder à s'ouvrir. Brutalement, avec fracas, le petit royaume va se retrouver englué dans une série de difficultés. Régnier et Grace, assurément, n'en ressortiront pas indemnes. La nouvelle politique économique menée par le prince va commencer à faire tout sauter l'imposant voisin du Rocher, la France. À cette époque, c'est le vieillissant général de Gaulle qui, incarnation de la Ve République, s'inquiète de voir certains portefeuilles remplis de billets s'exiler fiscalement du côté de Monaco. Certains chercheurs estiment qu'au début des années 60, ils sont près de 7000 citoyens français parmi les plus fortunés à sauter le pas et à rejoindre le régime fiscal avantageux mis en place par Régnier. En 1962, la crise s'enracine. Monaco est sous la menace directe du général qui ordonne que cette exonération aux allures de fraude prenne fin avec effet immédiat. Fort heureusement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais Grace et Régnier sont incités par certains de leurs administrés à réclamer l'indépendance pure et simple. Le prince, lui, estime que ce n'est pas viable, mais ne se laisse pas faire pour autant. Il impose à son impressionnant voisin ses conditions. Il maintient son exception fiscale. En revanche, les riches Français qui viendraient s'installer à Monaco paieront des impôts dans leur pays d'origine à compter de 1962. Il n'y a donc pas d'effet rétroactif. Régnier a gagné, De Gaulle accepte. Pour autant, cela n'était qu'un premier coup de semonce. Les tensions bientôt s'immiscent au sein du couple princier. En cause, l'ingérence de Régnier dans la vie de sa femme. Grace, poussée par Hitchcock, rêve de revenir à ses premiers amours cinématographiques. Mais le prince s'y refuse, comme il l'a toujours fait. Imaginer sa femme tourner des scènes en compagnie d'autres hommes n'est pas acceptable. Le couple princier se doit de respecter un certain nombre d'obligations.
Non, l'incroyable actrice, la sensationnelle Grace Kelly, jamais plus, ne sera amenée à rejouer au cinéma. Il est de notoriété publique qu'à compter de ce moment-là, quelque chose se brise entre eux. Grace est un oiseau épris de liberté, à la recherche de perchoirs et non de cages. Et son statut de princesse monégasque lui pèse parfois énormément. Régnier, inflexible, campe sur ses positions et ne reviendra jamais dessus. Il laisse échapper alors l'essence de ce qu'il avait pu être avec la jeune actrice. Un homme moderne, visionnaire. Grace ne se plaint pas de sa vie à Monaco, jamais. Mais les images que le monde découvre à l'aube de son 50e anniversaire laissent présager les fêlures que lui a laissé un passé glorieux, qu'elle aurait certainement voulu retrouver. Sa désillusion est palpable, certes, mais sa dignité l'emporte sur le reste. À la même période, le prince Régnier, chantre de travail et de transformation, ne cesse de courir après de nouvelles charges qui l'épuisent. Alors, c'est son couple et sa famille qui en pâtissent. Ses absences répétées sont pesantes, et c'est toujours son sens du devoir qui l'emporte. Le début des années 80 commence sous les mêmes auspices. Rien ne semble fondamentalement changer dans le quotidien des Grimaldi, si ce n'est tout de même que Grace, de temps à autre, se plaint de maux de tête qui sont persistants. Le temps des difficultés pour la famille princière connaîtra bientôt son paroxysme. Il prendra de manière terrible des allures de requiem. Nous sommes le 13 septembre 1982. Il fait un temps magnifique dans le sud de la France. Au volant d'une Rover 3500 S, l'une de ses voitures préférées, Grace Kelly conduit sa fille Stéphanie vers de nouveaux horizons. La jeune princesse vient d'être sélectionnée pour suivre un stage chez le grand Marc Bohan, l'as de la haute couture. Un sourire dressé jusqu'aux oreilles, l'adolescente de 17 ans mesure la chance qui est la sienne. Elle va pouvoir vivre l'un de ses rêves. Kelly, au volant, est peu loquace. Des maux de tête chroniques lui pourrissent la vie. Mais elle n'a pas pu se résoudre à laisser sa fille partir sans l'accompagner. Les deux femmes ont donc pris la route il y a peu, en partant du Roc Hagel, l'une des nombreuses propriétés de la famille princière. Sur les routes sinueuses françaises, la Rover épouse les courbes avec une facilité déconcertante. Le soleil sur la carlingue s'invite à la fête. Sur la banquette arrière, de nombreuses robes et projets de la jeune Stéphanie s'empilent les uns sur les autres. La jeune fille, regardant l'une d'entre elles, ne se rend pas compte que sa mère, en un claquement de doigts, perd le contrôle de la sportive. À la sortie d'un virage sinueux, la Rover décolle dans les airs et retombe inerte, près de 35 mètres plus bas. C'est le choc. Stéphanie ne s'est rendue compte de rien, mais la douleur qui l'assaille témoigne de sa détresse. Elle ouvre les yeux, se rend compte qu'un flot de sang ininterrompu lui coule sur le visage. Alors instinctivement, elle se tourne vers sa mère. La princesse de Monaco n'est plus assise sur le siège conducteur, mais a été propulsée sur la banquette arrière. Sa jambe s'est brisée en 1000 morceaux. Son expression faciale, surtout, est absolument terrible. La jeune Stéphanie sort du véhicule en empruntant la portière du conducteur. Elle tombe sur un homme qu'elle ne remet pas, hurle sa détresse. Elle en est persuadée, sa mère est morte. De son côté, elle ne soupçonne pas encore la fracture cervicale qu'elle vient de subir et qui témoigne de la violence de l'accident. Grace Kelly, cependant, n'est pas encore morte. Elle sera conduite en urgence à l'hôpital où elle sera opérée par l'un des meilleurs chirurgiens du pays. Mais même les éminents spécialistes ne peuvent rien faire face à l'appel de la mort. L'hémorragie cérébrale de la princesse est telle que plus rien n'est possible. Régnier est averti. Le lendemain matin, le soleil de Monaco s'éteint dans un soupir et sans un mot. Elle avait 52 ans. La mort de Grace Kelly est un véritable tremblement de terre sur le rocher, évidemment, mais aussi dans le monde entier. Véritable monstre sacré d'un cinéma dont elle est l'une des premières à quitter la scène, c'est une personnalité plus qu'une princesse. Les Monégasques se retrouvent orphelins. Grace Kelly rejoint dans les méandres de la mort un certain Alfred Hitchcock, décédé 2 ans plus tôt.
son premier maître à penser, véritable guide dans sa carrière d'actrice et dans sa construction en tant que femme. Il aimait à dire que Grace était unique en son genre, incontestablement. Il avait raison. D'ailleurs, si de nombreuses rumeurs se mirent à courir sur la nature de l'accident dont elle fut victime, ce n'est pas anodin. Une princesse comme elle ne peut pas mourir comme tout le monde. C'est impossible. Alors certains ouvrages à scandale ont avancé l'idée que Grace Kelly avait été assassinée, ou bien alors que c'est la jeune Stéphanie qui conduisait la Rover. Ces murmures n'indiquent pas de preuves, et donc à ce jour, c'est une sortie de route accidentelle qui en est la cause. Il se pourrait même que la princesse ait été victime d'un AVC ou d'une rupture d'anévrisme, elle qui se plaignait de maux de tête puissants depuis quelque temps. Une femme de cette trempe, après tout, ne pouvait pas s'éteindre paisiblement dans son lit. Elle devait nous quitter avec une once de mystère. Pour Régnier et le clan Grimaldi, cette disparition est une véritable catastrophe, affective évidemment, mais aussi politique. Grace incarnait une certaine classe, un certain mode de vie qui n'était visible qu'à Monte-Carlo. Régnier perd sa moitié et se retrouve totalement démuni. Il ne se remettra jamais réellement du décès de son épouse. Il meurt le 6 avril 2005, transmettant la couronne de prince à son fils Albert II, qui tient encore les commandes aujourd'hui. Le souverain, avec une religiosité profonde, entretient le souvenir de ses parents, et plus particulièrement de sa mère, qu'il a perdue alors qu'il venait à peine d'entrer dans l'âge adulte. Saviez-vous que la princesse n'aurait jamais dû conduire le jour de sa mort? Elle doit son grand saut à un coup de pas de chance. La Rover, chargée de robes et des valises de Stéphanie, ne pouvait pas accueillir un troisième passager. C'était soit le chauffeur habituel, soit sa mère qui pouvait conduire à l'aéroport la jeune princesse. Grace Kelly insista pour accompagner sa fille. Et on connaît la suite. La vie, parfois, ne tient qu'à un fil, nous dit l'adage. On ne peut, avec cette histoire, que lui donner raison. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.